pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour mes chers abonnés. Alors, nous sommes donc samedi. Je ne pourrai pas diffuser la revue de presse ce soir. Je vais faire une rediffusion. La revue de presse sera diffusée demain dans la matinée. Je suis désolé, il faut que je m'absente. C'est pas possible. Donc, à demain dans la matinée. Et voilà une rediffusion où vous allez m'en dire des nouvelles. Au revoir. Vladimir Poutine acte le décès de Yevgeny Prigojine. Le président russe s'est exprimé pour la première fois depuis le crash d'avion qui a coûté la vie au chef de Wagner et à plusieurs de ses collaborateurs. Il a promis que l'enquête irait jusqu'au bout. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Comme plusieurs dirigeants occidentaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a sous-entendu que le Kremlin pouvait être responsable du crash de l'avion. Yevgeny Prigojine était dans le viseur de l'état-major russe depuis la mutinerie avortée de Wagner. Ви знаєте, коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Fin juin, le groupe paramilitaire avait menacé de marcher sur Moscou avant de stopper sa rébellion. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine, avait servi de médiateur entre Wagner et le Kremlin. Les couleurs de l'Ukraine ont illuminé les institutions de l'Union européenne pour marquer le 32e anniversaire de l'indépendance du pays. Les célébrations se sont déroulées à Grimbergen, à une dizaine de kilomètres de Bruxelles. Le rôle des alliés occidentaux est fondamental pour permettre à Kiev de retrouver sa totale souveraineté. Our allies, they understood what kind of danger is Russia represent, what kind of a challenge to the, not only for Ukraine, but to the European Union, to the whole civilized world, Russia poses. So it's our common battle. That's why I'm sure this support will remain and will increase. Dans son message, la présidente de la Commission européenne assure que l'aide de l'Union sera disponible aussi longtemps qu'il le faudra pour que l'Ukraine soit libre. Les États-Unis affirment pour leur part qu'après 18 mois de guerre, il n'y a pas de lassitude dans le soutien accordé à Kiev. C'est ce que vous écrivez sur l'Ukraine. Vous dites l'Ukraine doit rester neutre, elle ne doit pas adhérer à l'OTAN, pas adhérer à l'Union européenne. C'est pas du tout la position officielle de la France, qui a été rappelée aujourd'hui par le président Macron, qui dit la France ne reconnaît ni l'annexion par la Russie de territoires ukrainiens, ni les résultats de simulacres d'élections qui ont été organisés. C'est lui, Emmanuel Macron, qui se trompe ? Et la question des rapports entre l'Europe et la Russie, c'est une question qui date de siècles et de siècles, et qui occupera nombre de nos successeurs. Sauf qu'entre votre présidence et maintenant, la Russie a envahi un pays souverain qui ne voulait aucun mal. Excusez-moi, mais il y a deux façons de gagner une guerre. Soit vous anéantissez l'adversaire, soit vous discutez avec lui et vous trouvez un compromis. En France aujourd'hui, on ne peut parler de rien. Vous prononcez le mot immigration, vous êtes un raciste. Mais restons vous dites, il y a un problème dans les banlieues, oh là là, vous êtes d'extrême droite. Et vous dites, attention, c'est grave. On est en guerre aujourd'hui avec une puissance nucléaire, et là vous êtes accusé d'être un suppôt de Poutine. Donc votre solution... Comment on sort de ça? Je dis, oui, arrêtez de parler d'acheter des avions, des munitions, des chars. Il faut trouver une solution qui préserve les intérêts naturellement de l'Ukraine. Personne, et surtout pas moi, ne veut laisser tomber l'Ukraine, comme je n'ai pas laissé tomber la Géorgie, mais qui fait comprendre aux gens que la Russie ne déménagera pas, Poutine ou pas Poutine. Mais si on arrête de fournir des armes à l'Ukraine, l'Ukraine va perdre la guerre, c'est l'évidence. La question n'est pas là. Ah si, elle est centrale. Non, monsieur. S'il n'y a plus d'armes, la défaite est certaine. Parfait. Il y a un conflit avec
l'une des grandes puissances nucléaires du monde, au cœur de l'Europe. On parle de 500 000 morts. Tous les va-t-en-guerre des plateaux de télévision, ils font la guerre avec qui? Avec la vie des jeunes Ukrainiens et des jeunes Russes. La question, comment on aide l'Ukraine? Je dis qu'il faut discuter. Et que la question de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, elle aggravera la situation. Que par ailleurs, lorsque j'entends proposer que l'Ukraine rentre dans l'Europe, ça me rappelle ce que j'entendais sur la Turquie avec l'Europe. François Hollande et Jacques Chirac s'étaient mis d'accord pour la faire rentrer. À l'arrivée, je m'y suis opposé. Oui. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de discuter, que des gens raisonnables se mettent autour de la table, qu'on donne des garanties de sécurité à l'Ukraine et qu'on engage une discussion pour voir au moins si on peut s'en sortir autrement qu'en néantissant soit l'Ukraine, soit la Russie, ce qui ne se produira pas d'ailleurs. J'entends qu'on dit Poutine, c'est Hitler. Mais alors dans ce cas-là, si c'est Hitler, il faut aller le chercher à Moscou. Sinon, il faut discuter. Parce que, monsieur Boulot, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On ne se réconcilie qu'avec ses adversaires. Parce que si vous vous réconciliez avec vos amis, il n'y a pas de solution. Mon analyse, c'est que le monde et l'Europe dansent au bord d'un volcan. Ça peut déraper à chaque instant. Il y a eu assez de morts, et il me semble que la voie de la diplomatie et de la discussion n'a pas été utilisée jusqu'au bout. La contre-offensive ukrainienne n'a pas permis de réaliser des progrès significatifs dans la reconquête du territoire, un échec dont l'Union serait en partie responsable, selon une analyste. Why do we spend so much time dithering, taking so long to make decisions that could be made much quicker? You know, the relevant arms that Ukraine needs on the field, for example, the F-16s. Why is it taking 1.5 years for Ukraine to get the green light? The pilots still need to be trained. This war will be over much quicker if Ukraine gets what it needs. L'Union a dépensé 76 milliards d'euros de soutien à l'Ukraine, rappelle le président du Conseil européen. Charles Michel confirme aussi que les 27 travaillent sur une nouvelle enveloppe de 50 milliards d'euros. All right, Alexander, let's do an update on what is going on in Ukraine. We had a statement from Stoltenberg's chief of staff talking about some sort of peace deal territory for NATO membership. He has since retracted that statement and apologized. We have people like Sarkozy hinting at some sort of off-ramp with the conflict in Ukraine. We have an article from Newsweek talking about how Zelensky faces an impossible decision to either hold back his forces, regroup, and face a Russian offensive, or to go all in, which is the preferable choice from Zaluzhny, which I think is an interesting revelation. My hunch there is that if things go badly, they're going to pin it on Zelensky. Sarkozy weighing in. We've had reports appearing in other places. We discussed one of them, a couple of weeks ago that had appeared in Moscow Times. It was all very strange, lots of things going on there. But that's, it seems to me, the plan. Freeze the war, agree a ceasefire with the Russians, allow the Russians to keep what they've got, bring Ukraine after a short interval into NATO, build it up, pour more money in, pour more weapons in, rebuild the Ukrainian army, and then wait until Russia eventually collapses. C'est la première réaction de Vladimir Poutine à la mort annoncée de Yevgeny Prigojine. Lors d'une réunion télévisée, le président russe évoque la relation qu'il entretenait avec son ancien homme de main, devenu un traître à ses yeux depuis sa mutinerie il y a 2 mois. C'était un homme au destin compliqué, qui a commis de graves erreurs pendant sa vie. Il obtenait les résultats qu'il fallait, pour lui-même, et quand je lui ai demandé, pour la cause commune, comme il l'a fait ces derniers mois. C'était un homme et un businessman talentueux. Vladimir Poutine le promet, l'enquête sur le crash de l'avion de Prigojine ira à son terme. Nous verrons ce que les enquêteurs diront dans un avenir proche.
L'expertise est en cours, une expertise technique et génétique. Cela prendra un certain temps. 24 heures après la disparition de Prigojine, les causes du crash qui a causé sa mort restent inconnues. Mais nombre d'observateurs l'affirment, le patron de Wagner et son bras droit Dimitri Utkin ont été victimes d'une vengeance du Kremlin. Une version reprise à demi-mot par certains soutiens du milliardaire, venus lui rendre hommage devant le quartier général de Wagner à Saint-Pétersbourg. Ils ont peur, ils sont jaloux, voilà tout. Qui a peur? Ceux qui sont au pouvoir. D'après des sources au sein du renseignement américain, le crash a été possiblement causé par une explosion. Une information encore à confirmer. Voilà, à qui profite le crime? À la France-Afrique? Paris a-t-elle les mains propres? Il y a des personnes dans le chat qui se posent cette question toujours. En effet, est-ce que Poutine avait intérêt à tuer en plein sommet des BRICS Utkin et Prigojine de cette façon? C'était tellement, apparemment, le cui bono à qui profite le crime était tellement curieux que même Zelensky a jugé bon d'affirmer que l'Ukraine n'était pas impliquée alors qu'on lui avait rien demandé. Est-ce que toi, tu donnes du crédit à ces théories que c'est pour l'instant davantage la France-Afrique qui gagne à l'élimination de Utkin et de Prigojine, ou bien, comme tu le disais, il y a des nouveaux chefs qui vont arriver et géopolitiquement, ça va rien changer? Je pense que c'est plutôt une affaire de politique intérieure russe, vu qu'il y a quelques jours, le Sourovikine a aussi été limogé de sa position de commandant des forces de l'armée de l'air russe. Et comme par hasard, maintenant, on parle de quelques jours, il y a cette attaque contre Prigojine. Donc, on voit qu'il y a une sorte de démantèlement des ennemis de l'intérieur. Maintenant, on parle toujours de Poutine. Poutine n'est pas seul, c'est un appareil d'État. Donc, Poutine, peut-être, n'a pas ordonné cette attaque lui-même. Mais comme j'ai dit, c'est un appareil d'État. Souvent, on va simplifier les choses en disant Poutine, 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 comme s'il décidait de tout. On savait qu'il y avait un conflit entre Shoigu et Prigojine, un conflit entre plusieurs branches de l'armée russe. C'est-à-dire, le Wagner sont principalement issus des GRU. Donc, tandis que la politique intérieure, c'est plutôt le FSB. Donc, il y a eu peut-être un conflit entre ces deux branches qui, maintenant, semble avoir été réglé par la force. Oui, et ce qui est sûr, c'est que quand on va parler, bien entendu, de Wagner et de ce qui s'est passé, c'est évident. Mais quand vous regardez la guerre en Ukraine, par exemple, vous aviez Wagner qui était à Bakhmout, et puis on découvre, et c'est authentique, hein, on découvre que de l'autre côté, il y avait une société militaire privée américaine qui s'appelait Mossad. C'était Mossad contre Wagner, à Bakhmout. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que le patron de cette unité de mercenaires américains a raconté à la télévision américaine les combats de Bakhmout vus par lui qui était de l'autre côté. Partout on trouve des groupes de professionnels qui sont engagés alors par des sociétés privées ou plus ou moins privées et qui ont un rôle, qui peuvent avoir un rôle extrêmement important dans tout ce qui se passe. Donc c'est intéressant de regarder ça, on bien sûr en partant de Wagner, parce que c'est le grand sujet actuel, mais en évoquant aussi, vous verrez, beaucoup d'autres possibilités. Wagner, c'est d'abord une constellation de sociétés. Il n'y a pas une société Wagner, stricto sensu, qui a des antennes en Russie, qui se bat sur le Donbass, qui intervient en Afrique. En fait, Prigojine, autour de lui, a créé toute une série de petites sociétés qu'on qualifie de manière un peu abusive du nom de Wagner, et qui vont opérer à la fois en Europe, dans la Russie d'Europe, et puis sur l'Afrique. Ce sont autant de sociétés de sécurité, j'ai presque envie de dire qu'il y a de contrats, parce que même pour des questions fiscales et pour des questions d'affaires, il a fait en sorte d'avoir des structures différentes, s'il devait en dissoudre l'une ou l'autre, et aussi parfois pour brouiller les pistes. Donc c'est beaucoup plus une constellation de sociétés militaires privées qu'une société unique, comme on a eu le cas il y a quelques années avec des sociétés américaines, qui a des ramifications partout, mais c'est la constellation de Prigojine qui est présente sur plusieurs continents aujourd'hui. Les États-Unis ont annoncé qu'ils formeront les soldats ukrainiens au pilotage d'avions de combat F-16. Ces cours auront lieu à partir du mois d'octobre sur la base de la Garde nationale aérienne à Tucson, en Arizona. Washington a également approuvé la livraison de F-16 danois, néerlandais et norvégiens à Kiev. Le Premier ministre norvégien, qui recevait Volodymyr Zelensky à Oslo ce jeudi, a affirmé qu'une douzaine de ces chasseurs pourraient être envoyés sur le front d'ici peu. When the United States gave a green light to training of pilots, and
all the infrastructure around. Norway immediately supported that pledge, and Norwegian trainers are taking part with the other countries working on this together. Au même moment, Kiev affirme que ses forces spéciales ont mené à bien une opération de débarquement en Crimée annexée. Selon l'état-major ukrainien, une petite unité spéciale aurait touché lourdement le système de missiles anti-aériens russe sur la pointe occidentale de la péninsule. Honnêtement, je trouve que beaucoup de journalistes français vont sur le terrain. Donc ça, c'est bien. Et ils peuvent parler aux soldats ukrainiens. Donc, les soldats ukrainiens leur disent des choses, leur réel, leur quotidien au front. Bon, le problème, c'est qu'il y a une dissonance cognitive entre ce que les soldats ukrainiens racontent et ce qui est colporté par les médias. Donc c'est le premier point sur lequel tu voulais insister. C'est-à-dire que quand tu as les sources primaires, le ressenti, le vécu des soldats ukrainiens, qui ont chacun des motivations politiques différentes, une psychologie différente, etc., comme il y en a entre Wagner et l'armée russe régulière, il y a une distance entre ce que eux racontent et ce qui est rapporté ensuite dans les médias du groupe Altis ou dans d'autres plateformes de mass médias françaises, où là, d'un coup, il y a, selon toi, une sorte de voile idéologique qui vient étouffer la réalité, quoi. Oui, parce qu'à un moment, j'ai vu une vidéo d'un soldat ukrainien qui était sur une sorte de plateau télé, ils étaient 3, et il disait, oui, ben, au front, on se fait bombarder par tout ce que les Russes ils ont, les drones, l'artillerie, les mortiers, l'aviation, tout. Et quand il parle de son vécu au front, à ses proches à l'arrière, à ses amis à l'arrière, ils rigolent, ils disent « Ah, mais de toute façon, les Russes, ce sont des imbéciles, ils savent même pas utiliser tout cet équipement. » Il était bouche bée. Il dit « Mais vous savez pas comment c'est au front. » Et à la fin, il dit « Je remercie les services de propagande ukrainiens d'avoir lobotomisé toute la population. » Les médias ukrainiens modifient la réalité pour le moral de leur population, et après, les médias occidentaux reprennent la version officielle ukrainienne à chaque fois. Le 24 août en Ukraine, un jour symbolique. Le pays célèbre son histoire, son indépendance. Nous célébrons aujourd'hui le 32e anniversaire de notre indépendance, l'indépendance de l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes ont continué à progresser sur le flanc sud autour de Bakhmout au cours de la semaine écoulée et ont libéré 3 km², ce qui porte la superficie totale à 43 km². Mais dans les faits, ces avancées que l'on voit en bleu sont bien maigres. Les territoires récupérés par l'Ukraine représenteraient seulement 0,1% du pays, des soldats usés après 18 mois de conflit. Les 600 000 morts estimés par le colonel McGregor, maintenant 600 000 morts et blessés, pardon, et peut-être plus selon des sources que tu avais, l'effondrement de l'économie ukrainienne, l'Ukraine n'est toujours pas proposée à rentrer dans l'OTAN. Donc c'est très mignon, c'est normal de mentir en temps de guerre. Tout le monde fait ça, comme disait l'autre, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Mais c'est quand on devient la victime de sa propre propagande que ça devient un problème. Et c'est ce que tu as observé, toi, finalement. Oui, évidemment, c'est que le meilleur exemple, c'est cette soi-disant contre-offensive qui est en train de se dérouler. C'était clair que les Ukrainiens ont subi leur propre propagande. Ils pensaient que les Russes, le moral est bas, ils veulent pas se battre. Et donc, ils ont dit, on va attaquer. Ça va passer. Manque de peau, voilà. Ils se font laminer. C'est un désastre. Cette bataille, on peut voir dans les médias, ils essaient d'un peu de changer les tournures de phrases, mais c'est un désastre. Oui, on peut faire un point là-dessus. Tu as Milei qui a dit ce n'est pas un échec, en tout cas de mon point de vue. Donc on sentait bien qu'il essayait de minimiser. On a même Michel Goya, que tu affectionnes particulièrement, qui après avoir annoncé que la Crimée allait être reprise en quelques semaines, a dit non, faut être clair, parce que ça reste pas un idiot. Michel Goya, un idéologue, oui, mais pas un idiot. Et donc, il a dit maintenant, techniquement, là, cette contre-offensive a échoué. Donc, c'est vrai que le premier point là-dessus que je voulais te poser avant que tu reprennes le schéma de ta pensée, c'est depuis quand on annonce une contre-offensive dans la presse? C'est juste un petit point. Encore une fois, c'est pour des raisons de morale chez les Ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils doivent constamment
renforcer le côté moral de leur population, pour réconforter, pour leur dire tout va bien en fait. On va reprendre le pays, c'est juste une question de temps. Très bien. Par contre, ça fait 6 mois que je parle du fait que cette offensive sur le front de Zaporizhia, c'est une folie. Celui qui a signé le plan est un criminel. Je mâche pas mes mots. On parle de ça, c'est comme l'offensive Nivelle en 1917. Il y avait Lyautey, ministre de la guerre, qui a vu le plan. Il ne voulait pas le signer, il a démissionné. Ce plan, c'était une folie d'attaquer les lignes allemandes qu'ils ont eu le temps pendant tout l'hiver de renforcer, la ligne Hindenburg. Les Français attaquent le secteur le plus fortifié, c'est une boucherie. On fait face à la même situation où un autre cas similaire, ce serait la bataille de Kursk. For the big retreat, I don't mean the retreat by Ukraine on the battlefronts. In fact, I mean, I think you're absolutely right. I think they're going to try on the battlefronts to double down and triple down on their offensive, and they're going to launch this brigade, the 82nd Brigade, which, by the way, as I understand it, is their last important reserve brigade, but it's the one with the challenge. That's what Forbes says. That's what Forbes says. That's Yeah, what Forbes and I says. think, and it's David Axe, who's pretty well informed and a fervid supporter of Ukraine, by the way. So, I mean, I think this is probably what they're going to do. But I don't think anybody any longer, at least in the West, or even within the government of Ukraine, seriously believes that this is going to work and is going to change the dynamics, the underlying dynamics on the battlefield. I mean, personne n'a dit ça. Enfin, je veux dire, toi, t'arrives, tu dis, bon, il faut être très clair, on va couper la bullshit. C'est comme l'offensive Nivelle. On a fracassé, on a envoyé des soldats ukrainiens qui sont courageux, qui défendent leur pays, qui se battent sur leur propre territoire. On les a envoyés se fracasser sur la ligne la plus fortifiée du front. Alors, pourquoi on a fait ça, d'une part, et pourquoi nos médias ont été incapables de nous informer de cela? Les cartes existaient depuis longtemps, c'est-à-dire que depuis que les Russes ont commencé à construire leur ligne Surovikin, comme on l'appelle, on avait des images satellites très précises des endroits les plus fortifiés, et les Russes, ils sont pas bêtes, ils ont fortifié les axes d'attaque que les Ukrainiens voulaient prendre. Donc, tout ce qui est vers Tokmak, Melitopol, ils ont barricadé 5 lignes de fortification. Quand j'ai vu l'attaque ukrainienne, il y avait 2 secteurs dont je parlais. Il y avait un secteur à l'est, Velika Novosilka. J'en avais parlé depuis un bout de temps parce qu'il y avait des rumeurs que certaines unités d'élite s'étaient cachées dans ce coin-là. Ils ont en effet attaqué dans ce coin-là. Mais j'étais par terre quand j'ai vu qu'ils ont attaqué le secteur le plus fortifié du front. Et on a vu les images des Bradley, des Léopards qui se faisaient étriller un après l'autre. apparently, and again, this is, what the reports are telling us, this brigade, the 82nd Brigade, numbers 2,000 men. Now, that is not a huge force to break through all the way to the Sea of Azov. I mean, it's not going to be enough if it is indeed the last reserve. It's the last thing that they have to throw in. Cette brigade d'ailleurs qui a attaqué, c'est une unité d'élite qui était jeune. On voulait pas de commandants soviétiques. Ils avaient tous en dessous de 30 ans, formés par l'OTAN, tous jeunes, équipés à 100% par l'OTAN, du fusil au véhicule. Pendant des mois, entraînement en Allemagne, en Pologne. Ils vont à l'assaut, ils se font étriller. Un des chefs a démissionné parce qu'il était plus d'accord de la manière que sa brigade a été utilisée, gaspillée. Et maintenant, il ne reste plus que la moitié de cette brigade. Ils ont été massacrés. Et voilà, maintenant, on envoie les dernières réserves pour essayer de percer, mais on parle en 2 mois, peut-être 6 kilomètres. Je pense que idéologiquement, comme on l'a dit, ils pensaient que les Russes allaient juste partir. En gros, leur théorie, c'était oui, les défenses, c'est bien beau s'il y a des troupes derrière. Mais eux se disaient, les Russes, ils vont juste partir en courant, puis ça va être une petite balade. Tout a commencé après leur contre-offensive, entre guillemets, qui est en fait une offensive en septembre sur Kherson et Kharkiv. Bon. Celle de Kherson n'a pas marché. On essaie de la tourner en sorte de victoire. Les assauts en août-septembre ont été un massacre pour les forces d'attaque ukrainiennes qui attaquaient en terrain découvert. Puis les Russes sont partis d'eux-mêmes en novembre. Bon.
Après, pour Kharkiv, les Ukrainiens ont attaqué un point sensible du front. D'ailleurs, j'en avais parlé, une hypothèse, j'avais dit, oh, les Ukrainiens, regardez, cette partie du front à Balaklaya, j'avais mis une flèche bleue en disant, c'est un point qui pourrait mettre à mal les troupes russes. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'était vraiment la ligne de front la plus tirée. Et les Russes n'avaient plus de troupes. Les Ukrainiens ont fait leur percée. Maintenant, à ce moment-là, les Russes, ils paniquaient. Qu'est-ce qui s'est passé en novembre? Notre ami Prigojine a lancé la bataille contre Bakhmut. Oui. Donc, les Ukrainiens sont tombés dans le piège que l'état-major russe leur a préparé. C'est-à-dire que les Russes avaient besoin de temps pour fortifier cette ligne sur Zaporizhia. Et en attendant, il fallait mettre c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, il faut détourner l'œil de Sauron vers un autre endroit. Donc, ils ont fait cette bataille qui a été une boucherie pour les deux camps sur Bakhmut. Les Russes, on ne sait pas si au final, ils voulaient vraiment prendre la ville ou non. Bref. Mais en gros, les Ukrainiens ont mis 100 000 hommes sur la ligne de front de Bakhmut, c'est-à-dire l'équivalent de l'armée britannique. Pour une ville qui, soi-disant, n'a aucune importance stratégique, ils ont mis 100 000 hommes. Donc, sur tous les plateaux télé en France ou partout dans le monde, la ville n'a aucune importance, c'est une petite ville de banlieue et tout ça. Oui, c'est vrai qu'ils avaient dit ça, on va revenir sur toutes les fois où tu as noté la désinformation publique, mais c'est vrai, il faut le souligner, ils ont dit c'est une petite ville sans importance, mais les Ukrainiens ont aligné un 5e de leur effectif dessus, et en termes d'effectifs combattants, peut-être un tiers, quoi, concrètement. Oui. Michel Goya en parlait, il disait « Oh, mais de toute façon, c'était une petite ville, une vraie victoire est seulement marquée par de grandes villes. » Non, c'est faux. Pour un historien militaire de dire ça, c'est choquant. Oui, c'est choquant. On peut prendre le cas de Sandomierz. Bon, déjà, Verdun n'était pas une grande ville. On va commencer par là. Bouvines, Waterloo, Austerlitz. Austerlitz, c'est un village. Mais à l'époque, déjà, c'était un village. Eylau, Friedland. Ouais. On ne sait pas où c'est. On prend des trucs plus récents. Je veux dire, le Sandomierz, bon, sur la Vistule, c'était pas la plus grande ville de Pologne non plus, quoi. Donc c'est vrai que c'est déjà criminel de la part de quelqu'un qui est censé être formé aux affaires militaires de dire une victoire, c'est forcément une grande ville, sous-entendu Kharkov ou peut-être Kiev, etc. Alors que l'histoire militaire prouve absolument le contraire, quoi. Voilà, donc ça a été choquant, mais ça a été révélateur. Ça a été révélateur parce que ça nous a montré leur biais idéologique. En fait, en 2 mois, ils ont pris des avant-postes russes. Même pas la première ligne de défense, on parle des avant-postes. Des positions que les Russes voulaient abandonner à un certain moment, de toute façon. Il y avait, je me souviens d'une vidéo de Titelman, Xavier Titelman, le 4 avril. Il revenait de Kramatorsk en disant... J'ai parlé avec des gens, on ne sait pas qui, ils m'ont convaincu que les Russes, leurs assauts sur la ville de Bakhmut sont de moins en moins forts, ils sont à 2 doigts de lâcher prise, tout va bien sur le front. Manque de peau. 2 jours plus tard, le front s'écroule. Les troupes de Wagner prennent le centre-ville et de là, on entre dans le chapitre final de la bataille. Mais je ne comprends pas, quelqu'un qui va sur le front, qui parle à des gens, comment peut-il dire des choses comme ça? À qui il a parlé? Peut-être des agents de la propagande ukrainienne, encore une fois, et pas des vrais soldats, parce qu'ils ne parlent sûrement pas ukrainien, ou on l'a mis dans un secteur où les gens, c'était des agents des médias. Mais encore une fois, ça, c'est une analyse de quelqu'un qui ne connaît pas la réalité. C'est une analyse d'un Américain, d'un Occidental qui va dire il faut toujours investir plus d'argent et un jour, ça va rapporter. Je suis désolé, les soldats ukrainiens le disent clairement. La guerre ne se gagne pas qu'avec l'équipement. Cette brigade, la 47e, qui a été étriée, il y a une interview sur YouTube en ukrainien qui dit très clairement nous, c'est bien beau l'équipement, mais voilà, c'est l'entraînement, les tactiques et tout ça. Et c'est le gros problème de l'armée ukrainienne. En fait, c'est qu'ils ont une désorganisation totale. Disons-le, l'armée ukrainienne est désorganisée et il y a souvent on ne sait pas trop ce qu'ils font. Par exemple, ils sont en train d'attaquer sur Zaporizhia en ce moment. Ils font une autre offensive sur Bakhmut. Un petit tour par la case prison et puis s'en va.
Donald Trump, matricule P01135809, a été brièvement placé en état d'arrestation avant d'être libéré sous caution. Donald Trump était arrivé hier soir à la prison d'Atlanta pour se rendre aux autorités de l'État américain de Géorgie qui l'ont inculpé de tentative de manipulation de la présidentielle de 2020. Après avoir été le premier ancien président américain inculpé au pénal, Donald Trump est devenu le premier à se faire tirer le portrait par la justice. Malgré ses multiples déboires judiciaires, l'ancien résident de la Maison-Blanche avait jusque-là réussi à éviter ce rituel humiliant. Mugshot qu'il a posé jeudi sur X. Donald Trump n'avait plus rien publié depuis janvier 2021, quelques jours après l'attaque contre le Congrès américain menée par ses partisans. À peine libéré, le favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024 a aussitôt dénoncé un simulacre de justice. Il n'y a jamais eu quelque chose de pareil dans notre pays auparavant. C'est leur façon de faire campagne et ceci n'est qu'un exemple. Mais il y en a 3 autres. C'est de l'ingérence électorale. Nous n'avons rien fait de mal du tout. Et nous avons tous les droits de contester une élection que nous pensons malhonnête, très malhonnête. Donald Trump fait l'objet de 4 inculpations pénales, à Washington, en Floride, une dans l'État de New York et une en Géorgie. Les déboires judiciaires ont beau s'accumuler, chaque rebondissement lui rapporte des millions de dollars de dons versés par des partisans convaincus qu'il est victime d'une chasse aux sorcières manigancée par l'administration Biden pour l'écarter de la présidentielle de 2024. Et les sondages le donnent largement en tête des primaires des républicains. Joe Biden, candidat à sa réélection, se garde bien lui de commenter les ennuis judiciaires de Trump, soucieux de ne pas alimenter ses accusations d'instrumentalisation de la justice. Une journée qui restera dans l'histoire des États-Unis avec le 45e président américain qui se rend à la justice dans l'une des pires prisons du pays et qui est traité comme n'importe quel accusé avec cette photo d'identité judiciaire. Alors pour les partisans de Donald Trump qui sont venus ici le soutenir, il ne fait aucun doute qu'il est victime d'une chasse aux sorcières. Je ne pense pas que cette inculpation soit légitime. Il n'y a pas de preuves. Je suis déçu qu'on en soit arrivé là. Et je pense que notre pays a touché le fond. Ça n'arrête pas de se produire. Il continue à le harceler. C'est inventé de toutes pièces. Il y a désormais un système judiciaire à 2 vitesses. C'est très clair. Toutes ces inculpations sont purement politiques. Avant toute chose, cela ressemble à de l'ingérence électorale pour empêcher Trump de se présenter. Ça montre à quel point le système est corrompu, malheureusement. Et la liberté, ça n'a pas de prix. Nous voterons pour lui, même s'il est en prison, et il gagnera. Et il dirigera le pays bien mieux, même derrière les barreaux, que le gouvernement actuel. Si les partisans de Donald Trump ont un avis bien tranché, les ennuis judiciaires qui s'accumulent pour l'ancien président laissent planer un doute sur sa capacité à rassembler au-delà de sa base électorale, notamment s'il devenait effectivement le candidat républicain à la prochaine présidentielle. Au Japon et ailleurs dans la région, la colère monte. Beaucoup s'inquiètent des conséquences du déversement des eaux issues de la centrale accidentée de Fukushima. Au total, le pays prévoit d'évacuer dans l'océan Pacifique plus de 1,3 million de mètres cubes d'eau. L'opération doit être progressive et s'étendra sur 30 ans. La plupart des substances radioactives ont été éliminées lors du filtrage et l'Agence internationale de l'énergie atomique assure que le projet est conforme aux normes de sûreté. Pourtant, certains craignent pour leur santé et l'économie de la pêche. 納得のいかない思いと、なぜこんなに私たちの声、漁業者の声をこの国は聞かないんだろう。 Même inquiétude en Corée du Sud où des manifestations ont lieu. Plus de 10 personnes ont été arrêtées jeudi à Séoul pour avoir tenté de pénétrer dans l'ambassade du Japon. Les vendeurs de poissons et fruits de mer redoutent, eux, que les consommateurs ne deviennent méfiants et une sévère chute des ventes. La Chine, de son côté, a qualifié ce déversement d'acte égoïste et a interdit toutes les importations de produits de mer japonais. Elle n'exclut pas d'autres mesures afin de garantir la sécurité alimentaire de sa population. Les BRICS s'agrandissent et accueillent 6 nouveaux membres. Les 5 grandes puissances que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud sont actuellement réunis à Johannesburg pour le 15e sommet du groupe. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran,
the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. L'expansion du groupe a été décidée à l'unanimité comme le prévoit la procédure, même si le Brésil et l'Inde ont exprimé quelques résistances. Au total, une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Les BRICS produisent actuellement un quart de la richesse mondiale et rassemblent 42% de la population du globe. M. Xi a prononcé un discours liminaire lors du dialogue des dirigeants Chine-Afrique jeudi à Johannesburg à la suite du sommet des BRICS. Le président chinois a passé en revue la coopération avec l'Afrique au cours des 10 dernières années. Le président chinois a également souligné que la Chine et l'Afrique devraient travailler de concert pour construire une économie mondiale ouverte et inclusive. La Chine est prête à lancer l'initiative sur le soutien de l'industrialisation de l'Afrique. Ce faisant, la Chine mobilisera des ressources et des entreprises pour aider l'Afrique à développer son secteur manufacturier et à réaliser l'industrialisation et la diversification économique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est inspiré de la conférence de Bandung en Indonésie alors qu'il accueillait des dizaines de nations pour la sensibilisation des BRICS à l'Afrique et le dialogue BRICS+. We recall the Bandung Conference. Nous nous souvenons de la conférence de Bandung de 1955 où les nations asiatiques et africaines ont exigé que les pays en développement aient davantage voix au chapitre dans les affaires mondiales. La conférence a appelé à la reconnaissance de l'égalité de toutes les nations grandes et petites. Cette vision se concrétise enfin des décennies plus tard sous l'impulsion des BRICS. 6 nouveaux membres ont rejoint les BRICS. L'annonce historique a été faite par le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre du sommet de Johannesburg. Nous sommes parvenus à un consensus sur la première phase du processus d'élargissement. Nous avons décidé d'inviter l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis à devenir membres à part entière des BRICS. Et cette adhésion prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Lors du sommet, le président brésilien Lula da Silva a déclaré que l'organisation resterait ouverte à de nouveaux membres et que l'intérêt d'autres pays à la rejoindre validait la poursuite par l'organisation d'un nouvel ordre économique mondial. Le Premier ministre indien Narendra Modi a indiqué que son pays soutenait pleinement l'élargissement de l'organisation et qu'il continuerait à bâtir un consensus pour les autres pays souhaitant rejoindre les BRICS. Entre un conflit politique complexe depuis le 26 juillet dernier et une crise humanitaire qui se profile, beaucoup de Nigériens attendent l'arrivée de l'aide d'urgence bloquée au niveau des frontières avec le Nigeria et le Bénin, en dépit des appels aux acteurs de la crise pour garantir l'accès au Niger aux travailleurs humanitaires et aux fournitures. Malgré les séquelles de son AVC de 2018, Ali Bongo a arpenté le Gabon pendant cette campagne présidentielle, promettant notamment d'augmenter les aides sociales. Ce pacte social et républicain vise à refonder le modèle social et économique de notre pays, à lui apporter des bases solides pour lui permettre de se projeter sereinement dans l'avenir. Contrairement à ses concurrents, le visage d'Ali Bongo s'affiche partout dans le pays. Sa candidature s'appuie sur la machine politique du tout-puissant Parti démocratique gabonais, ancien parti unique. Ses militants voient le bénéfice de la continuité. Il veut emmener son travail encore plus loin en matière de santé, en matière d'infrastructure, en matière d'éducation. Il veut emmener son travail plus loin en matière du développement des régions, des provinces. Élu président en 2009 suite à la mort de son père, Ali Bongo a été réélu sur le fil en 2016 avec seulement un peu plus de 5500 voix d'avance. Cette fois-ci, le scrutin se déroule en un seul tour grâce à une réforme de la Constitution dénoncée par l'opposition comme une manœuvre pour faciliter une victoire du président sortant. Le Gabon, qui compte 850 000 électeurs, est l'un des pays les plus riches d'Afrique, notamment grâce à ses ressources en pétrole. Mais une répartition très inégale des richesses maintient toujours, selon la Banque mondiale, un tiers de la population en dessous du seuil de pauvreté.
Ces 4 Arabes israéliens ont été arrêtés pour des liens présumés avec le Hezbollah. Leur arrestation a eu lieu au mois de juillet et l'information a été autorisée à la publication ce jeudi. Les 4 suspects auraient été impliqués dans la contrebande d'armes, d'engins explosifs de fabrication iranienne en Israël et dans le trafic de drogue. Grâce à une enquête conjointe de Tsahal, de la police israélienne et du Shin Bet, les forces israéliennes ont effectué un raid dans une résidence à Lod où vivait l'un des suspects, ce qui a conduit à l'arrestation des autres Israéliens. L'enquête a révélé que le Hezbollah exploitait ce réseau de passeurs en Israël dans le but de distribuer des armes illégales à diverses parties, y compris des criminels. Cette affaire illustre une fois de plus les efforts du Hezbollah et de l'Iran pour exploiter les citoyens arabes d'Israël à des fins d'activités terroristes contre Israël. Cette enquête montre que la frontière entre le terrorisme et l'activité criminelle est extrêmement mince. Les 4 hommes ont été inculpés ce jeudi pour des délits liés aux armes. Même si le Shin Bet tente de contrecarrer toute tentative de l'Iran et du Hezbollah d'opérer en Israël, les activités criminelles semblent s'intensifier dans le pays. Ce jeudi, la police israélienne a localisé un tunnel dans la ville de Nazareth. Il était utilisé comme entrepôt d'armes par un groupe criminel et servait de refuge pour les membres de l'organisation. Des armes et des munitions ont été trouvées à l'intérieur. Dans le cadre de la lutte contre la violence, la police israélienne a lancé une vaste opération allant de la prévention de contrebande et du trafic d'armes aux activités de renseignement, en passant par la prévention des activités. Plus de 500 migrants arrivés en une journée. Après une pause de quelques jours, des migrants débarquent à nouveau sur l'île italienne de Lampedusa. Ces derniers temps, les arrivées sont plus nombreuses qu'à l'ordinaire. Peu à peu, le centre d'accueil géré par la Croix-Rouge italienne finit une fois encore par être surpeuplé. Non ci siamo trovati di fronte alla vera difficoltà di dover gestire grandi numeri per l'impossibilità di trasferimenti. Questi trasferimenti avvengono in maniera regolare e ci permettono anche di bilanciare partenze con nuovi arrivi. Ci aggiriamo intorno alle 110-120 unità ogni giorno che includono dipendenti e volontari di Croce Rossa con varie specializzazioni e vari percorsi di formazione. Une fois qu'ils ont quitté Lampedusa, les migrants sont envoyés dans différentes régions du pays. Plus de 12 000 mineurs non accompagnés sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Parmi eux, de nombreux migrants sont passés par la Tunisie. Ci raccontano spesso delle violazioni, degli abusi, delle violenze subite nei mesi che hanno trascorso in Tunisia prima di attraversare il Mediterraneo o delle violenze anche subite nel momento della partenza. Molti di loro in queste settimane ci hanno anche raccontato di essere state portate nei deserti, lasciate nel deserto nei confini verso la Libia e lì lasciate senza acqua, senza cibo. Le seuil des 100 000 arrivées a été franchi il y a quelques jours. 2023 pourrait battre le record annuel du nombre de débarquements illicites enregistrés. Di recente l'Unione Europea e la Tunisia hanno firmato un memorandum in base al quale il paese nordafricano si impegna a fermare i flussi migratori in cambio di oltre 100 milioni di euro. Stando però agli ultimi dati e forse diversamente da quanto il governo italiano sperava di ottenere, nelle 5 settimane successive alla firma dell'accordo non c'è stato l'effetto deterrente, ovvero il numero degli arrivi è aumentato rispetto al periodo precedente alla firma del memorandum. Jamais peut-être dans l'histoire de l'humanité, nos libertés individuelles ont été à ce point menacées. Et ce n'est pas faire preuve d'inquiétude exagérée. Et je veux vous parler ce soir de 2 projets très concrets qui sont en train d'avancer au niveau de l'Union européenne, de la Commission de Bruxelles, avec l'accord de nos gouvernements et notamment du gouvernement français. Premier projet, vous en avez peut-être entendu parler, mais de manière vague, c'est l'euro numérique, une monnaie numérique. Plus une monnaie dans son portefeuille avec de l'argent, plus une monnaie par son compte bancaire, non, par de l'euro comme un billet qui serait dans votre téléphone numérique. Et puis, parallèlement à ça, je vais y revenir, un autre projet qui avance terriblement vite, qui est le portefeuille numérique, c'est-à-dire sur votre téléphone, comme un portefeuille, vous auriez votre passeport,
votre carte d'identité, votre permis de conduire, votre carte vitale, votre certificat de vaccination, votre dossier médical, tout ce que vous voulez, comme un portefeuille, vous pourriez rajouter. Et vous comprenez bien que si vous avez sur votre téléphone à la fois tous vos documents numériques et l'argent, et que les données, c'est-à-dire ce qu'il y a sur votre téléphone, sont accessibles par l'État, qui peut d'un coup vous débrancher, vous contrôler, vous surveiller, eh bien vous avez la fin de la liberté individuelle et vous avez la destruction de l'humanité. Et c'est ce qu'ils recherchent. Oui, je l'assume, je le dis, on va me traiter de complotiste, j'assume. Car souvent en France, les complotistes ont raison 3 mois avant. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.